Ouais, mais ça va arriver, tout le monde il faut regarder le truc pour le trouver, quoi. Parce que moi, j'ai pas compris que c'était un train. Là, vous devez... Non, là, là, il y a fait le live. Je l'ai. Eh, de poisson, allez, c'est bon. C'est bon. Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen. Bienvenue, nous sommes en direct, nous sommes sur Droit citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes le samedi 18 avril et nous sommes pour l'émission Quartier Général. C'est l'émission Coronavirus, spécial Coronavirus, avec aujourd'hui pour thématique l'école. Et le titre justement, est-ce que vous m'entendez, Linda? Vous m'entendez bien? J'entends bien, bonsoir Voilà. Vincent. Bonsoir. Alors on a un petit retour son parce qu'en fait on n'est pas tout seul ce soir. Il y a aussi avec nous, il y a Julien qui est en attente et on va pas tarder à le passer justement en ligne. Alors je ne sais pas s'il nous entend, on va passer l'antenne. Voilà, c'est parfait. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct sur Facebook Live. Donc là je ne sais pas qui a mis le haut-parleur, mais en tout cas j'ai un retour son. Non. Bon. En tout cas, bienvenue. Nous sommes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes en direct sur la page Facebook Live et également sur la web radio. Pour ceux qui veulent nous écouter sur la web radio, l'émission Quartier Général aujourd'hui avec moi. Donc à ma gauche, il y a Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir. Voilà. Et à ma droite, donc, il y a Angélique. Angélique. Bonsoir. Bonsoir. Donc comme on le dit avec le coronavirus, on est quand même avec des moyens légers, donc je suis tout seul à la technique et éventuellement, je peux pas tout faire en même temps, mais en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à diffuser cette émission qui est en direct sur Facebook, la partager et la commenter notamment, puisqu'on va regarder vos commentaires en direct. Alors bonsoir Julien, professeur des écoles. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais. Oui. Dans la région stéphanoise. Dans la région stéphanoise, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Voilà. Donc en fait, on a voulu faire cette émission, Julien, par rapport à la dernière allocution du président de la République, qui a informé justement la réouverture des écoles, des lycées et des collèges le 11 mai prochain. Et là, on se dit peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la crainte de revoir les écoles réouvrir, puisque le 13 de mars, je crois, pour mémoire, c'était le président Macron. Voilà, bon, on va pouvoir pas le passer à l'antenne, mais en tout cas, on va pouvoir l'entendre. Donc, c'est l'élocution du président de la République qui dit justement à ce moment-là qu'il vaut mieux fermer les écoles, parce que les enfants sont ceux et celles qui propagent le plus des virus. Donc, on va l'écouter. Ce que je vous propose, c'est d'écouter, puis on va pouvoir revenir après, on va pouvoir commenter juste après. Jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Voilà. S'ils n'ont pas de symptômes, c'était la phrase qu'on voulait retenir de toute manière. Donc on va pas être très loin avec lui. Alors justement par rapport à cette phrase, donc nous on est étonné que le président de la République vienne nous dire dernièrement, donc c'était le lundi de Pâques, qu'on va rouvrir les écoles. Alors au point de vue des professeurs des écoles et des collèges et des lycées, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer avec une possible ouverture, avec une possible réorganisation, de limiter justement l'accès aux classes? Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà une idée d'organisation? Non. Pas du tout. Non, je crois que quand Macron dit quelque chose, ça ne veut pas dire que quelqu'un y a réfléchi avant qu'il l'ait dit. Hein. En tout cas, jusqu'à là, on a peut-être remarqué quand même qu'une fois qu'il avait fait une déclaration, et je crois que ça se vérifie ces jours-ci, une fois qu'il a déclaré quelque chose, il y a au fur et à mesure, des adaptations à la réalité qui se font. Après tout, je crois que dans la même déclaration, il avait dit qu'on pouvait faire du vélo, si je me souviens bien. Oui. Bon, effectivement, les vélos vont loin et il s'est peut-être rendu compte après coup qu'il allait retrouver des cyclistes à 120 km de chez eux et que ça l'arrangeait pas. Là, c'est un peu pareil. Il a dit progressif dans mon souvenir. Alors progressif, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune idée pour l'instant et je pense pas qu'au ministère, ils aient une idée très précise. Enfin, peut-être maintenant mieux
Mais à cette époque-là, quand il l'a dit, personne n'avait prévu grand-chose. Pour l'instant, nous, on est dans l'attente, c'est-à-dire que il n'y a pas eu il y a aucune décision qui a été prise sur le comment. Et on attend une semaine et demie. Je crois que des derniers mails qu'on a reçus, en gros, on saurait dans une semaine et quelques à peu près une première idée. Et puis, en gros, on aurait une semaine après la rentrée dans le 42, donc c'est après le 4 mai, pour s'organiser dans les écoles. Et parce que les gamins, ils vont pas revenir à l'école comme ça. Il va falloir quand même rétablir les transports en commun, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui utilisent les transports en commun. Pardon. En même temps, les transports sont toujours... c'est pas très bon son. Oui, mais ça, c'est pas grave, Linda. Allez, service minimum, on essaie de faire ce qu'on peut. Je disais que les transports sont toujours en route, en fait, n'ont pas été arrêtés. Après, le plus gros problème, apparemment, c'est plus déjà nettoyer les écoles et les désinfecter, entre guillemets. Ouais. Et ça, c'est déjà fait? Non, c'est pas fait parce qu'il y a même, a priori, il y a même encore les écoles qui servaient pour les élections. Il y a encore des isoloirs dans certaines. Parce que évidemment, non, le confinement a eu lieu juste après. Et du coup, beaucoup de services ont été interrompus à ce moment-là. Il faudrait désinfecter, et ça c'est pas fait. Le plus compliqué va surtout. Enfin, je crois que derrière il y a un choix politique, c'est savoir si on laisse courir le coronavirus ou si on essaye de contrôler et de ralentir, d'avoir une espèce de circulation contrôlée ou si on se fout. Si on s'en fout, les écoles peuvent rouvrir, mais je doute que les gens vont y aller. Si on contrôle, ça veut dire qu'il faut faire soit des plus petits collectifs, soit il faut échelonner les rentrées, les sorties, faire plus de services dans les cantines, nettoyer tous les jours, faire des récréations échelonnées, avoir des classes avec beaucoup moins d'élèves. Mais alors comment on fait? Parce qu'effectivement, quand il y a des fois des classes avec une trentaine de gamins en gros. Dans le secondaire, il y en a plus. Dans le primaire, c'est rare qu'on atteigne 30, mais bon. Alors là, justement, comment répondre aux inquiétudes des familles par rapport à la réouverture des écoles? Puisque si on reprend la phrase de M. Macron du 12 mars, par laquelle il explique qu'il va fermer les écoles, en disant que selon les scientifiques, les enfants sont ceux et celles, semble-t-il, qui propagent le plus rapidement le virus. Parce que moi, je connais beaucoup de parents d'enfants qui vont pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai. Ouais, mais il y en a beaucoup qui, en revanche, vont vraiment les remettre. Parce que il y a les deux, hein. Il y en a qui attendent qu'une chose, c'est qu'en gros, je pense que c'est là où, effectivement, on est dans une situation compliquée. C'est que d'un côté, il y a un impératif sanitaire important. De l'autre, il y a un impératif de reprendre une vie normale qui est hyper important aussi, et du coup, les gens vont il y a les deux qui existent. Il y a des gens qui vont pas vouloir remettre, et il y a des gens qui sont dans une galère noire et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir les remettre. Et les deux existent en fait, et du coup, je pense que la grande difficulté, c'est surtout pour moi, et c'est là où je suis pas complètement rassuré, c'est d'avoir un projet précis dans cette histoire-là, c'est-à-dire d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire et d'avoir une idée précise de ce qu'on va mettre en œuvre pour l'obtenir. Qu'on doive retourner, qu'on retourne à l'école, de toute façon on y retournera. Je suis pas contre l'école, c'est mon métier. Et honnêtement, là, les parents sont épuisés, les gamins sont épuisés, on a de moins en moins de réponses. On est épuisé aussi parce qu'on n'a pas fait ce métier pour être derrière un écran. Hein. Je tourne à 70 mails, Ah oui, quand même. 70 mails, je les ai raconte-nous un peu justement le quotidien du travail à la maison, le fameux télétravail. Ce que ça engendre comme surplus de travail, comme organisation aussi un peu différente. Et puis le lien, comme il n'y a plus de lien physique, comment les gamins en fait peuvent communiquer avec toi, comment les parents aussi suivent ou pas, etc. Je me dis, on se disait avec des collègues qu'en fait, il avait fait cette espèce de mot à la con, la continuité pédagogique, qui vaut rien, qui veut pas dire grand-chose. Non, ce qui veut strictement rien dire, comme ça arrive souvent quand un gouvernement parle, mais qui par contre parle d'une nécessité quand même. Et en fait, nous, on a assuré la continuité et les parents ont fait la pédagogie, parce que de toute façon, on fait pas de pédagogie à distance. La pédagogie, c'est comment on organise une classe. Donc, à distance, ça s'organise pas, il n'y a pas de classe.
Après, comment ça s'organise? Bah, au fond, chaque prof a pris un peu, chaque prof selon comment il avait travaillé jusque-là avec ses gamins, dans quel milieu il était, quelles étaient les possibilités des parents en termes de communication, etc. C'est organisé un peu à sa manière. C'est-à-dire que c'est assez rigolo, mais quand il a été, enfin, on n'était pas prévenu non plus de la fermeture des écoles. Et quand Macron a annoncé la fermeture, c'était un jeudi soir, le vendredi déjà, ça a été de branle-bas de combat dans les écoles. Et en gros, tout s'est organisé entre le vendredi matin et le lundi soir. Parce que le lundi soir, le lundi, on était dans les écoles à faire ce qu'on pouvait, mais le lundi soir, on avait ordre de plus y être parce qu'on aurait déjà dû être confinés, en fait. Et chacun s'est organisé comme il pouvait. Et chacun s'est organisé comme il pouvait par rapport aussi à qui il avait en face, enfin plus en face, mais dans quel quartier, quelles étaient les possibilités. En gros, ce que je peux vous dire, c'est pour ce qui est de la surcharge de travail, c'est toujours difficile à dire parce que en termes horaires, une bonne partie de notre temps de travail, c'est du vis-à-vis et il n'existait plus. Par contre, en termes de surcharge au niveau cognitif, de réfléchir à ce qu'on va faire, c'est surtout ça. En fait, le temps de travail d'un enseignant, c'est un peu de préparation, plus quand on est en début de carrière, moins quand on est en fin, parce qu'on en a déjà. C'est beaucoup de présentiel et d'attention portée à ce qui se fait au moment où on y est. C'est vraiment la grosse part du travail quand même. Oui, le suivi. Et le suivi et un temps d'après-vente un peu important de correction, mais la grosse part, c'est le présentiel, c'est normal. C'est dans en classe. Là, en fait, la prévente devenait colossale, parce qu'en gros, les corrections sont très longues, le classement des mails, les réponses, le suivi de qui a répondu, qui n'a pas répondu, les coups de fil. Dans pas mal d'écoles, il y a eu aussi de la livraison à domicile, j'en ai fait aussi, c'est-à-dire que les parents qui n'avaient pas d'imprimante ni d'ordinateur, il fallait les livrer. D'accord, c'est-à-dire que... dans les écoles. Oui, c'est les écoles qui ont pris en charge, en fait, le côté technique et les manques techniques, donc. Bah oui. C'est-à-dire, mais c'est parce que de toute façon, il y a personne, il y a aucun service au-dessus des écoles qui pourrait prendre en charge ça. Il n'existe pas. Mais est-ce que les écoles étaient équipées quand même pour ça, du coup? Parce que toutes les écoles n'ont pas les mêmes budgets en fonction des quartiers, donc et le même matériel à prêter aussi. Eh ben ça, dans une même commune, elles l'ont toutes. Celles qui sont en REP+, dans les quartiers plus populaires, REP+, en ont un peu plus, mais toutes les écoles de Saint-Étienne sont équipées à peu près de la même manière, je dis bien à peu près, parce qu'en gros, il y a un décalage dans le temps dans l'équipement, mais en gros, là, on parle quand même principalement de photocopieurs, parce que c'est ça l'histoire. Les profs ont travaillé avec leur matériel personnel, à un pourcentage très élevé. Alors bon, on parle d'un matériel relativement simple qui est d'un ordinateur, et effectivement rare aujourd'hui se réserve des profs qui n'ont pas d'ordinateur puisque c'est notre petit travail au quotidien. Et en gros, c'est parce que les profs de toute façon travaillent déjà depuis des années avec leur matériel personnel qu'ils ont pu le faire. Ça, c'est vrai. Si on préparait nos cours dans nos salles de classe, ça aurait été une autre histoire, mais ça fait belle lurette que plus personne le fait. Et c'est sans doute aussi un problème, d'ailleurs, qui a été soulevé par cette crise. Mais en gros, toutes les écoles ont géré à leur manière, et surtout, elles ont géré selon les taux de réponse qu'elles avaient ou pas. Ce qui est sûr, c'est que de consignes, on n'en avait quasiment pas. Elles sont arrivées plus tard. Alors les consignes, elles viennent de qui en général? C'est du ministère de Blanquer? Oui, elles descendent du ministère jusqu'aux inspecteurs qui nous les transmettent, sachant qu'au final, la réalité, c'est souvent que c'est un mix, je pense, c'est un mélange, parce que les consignes du ministère, et ça je pense pas que c'est pas récent, c'est pas une nouveauté, les consignes du ministère sont toujours plus ou moins contradictoires ou intenables, etc. Enfin, comme souvent dans la fonction publique. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles, déjà, donc elles sont à la charge de la commune. Donc s'il y a une désinfection des écoles, c'est la commune. Moi, j'aimerais bien savoir cette histoire de désinfection des classes. C'est une consigne ministérielle. Ça me paraît curieux qu'on vous demande de désinfecter les écoles alors qu'elles sont inoccupées depuis un mois, en fait. Eh ben, en fait, c'est pas une consigne, enfin de toute façon j'ai pas eu connaissance d'une telle consigne, c'est-à-dire que je pense qu'elle n'existe pas. Je pense que comme dans ce système-là, et ça, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du périscolaire et de
et du gouvernement, et c'était sous Hollande. Benoît, c'était Hamon qui à l'époque, non c'était Payon qui était ministre, et il y avait eu l'idée de changer les horaires de 4 à 4 semaines et demie, 4 jours à 4 jours et demi, et en gros, la réforme s'est passée plutôt mal dans l'ensemble, mais notamment parce que justement, il y avait un cahier des charges, une consigne du ministère, mais c'était les mairies qui prenaient en charge, et ça s'est pas bien passé comme souvent dans ces cas-là. Et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges quelque part, qui est fixé au niveau national, sachant qu'une partie de ce cahier des charges va être mise en œuvre au niveau local par les mairies, qui s'y prêtent plus ou moins volontiers, avec les budgets qu'elles ont ou pas, et ainsi de suite. Donc en gros, la désinfection par exemple des écoles, ça vient pas du ministère, c'est juste une exigence, et cette exigence-là, les mairies vont devoir la prendre en charge, chacune de la manière dont elles le souhaitent. C'est-à-dire avec plus ou moins de sécurité, ou plus ou moins au lance-pierre, ou avec des personnels plus ou moins protégés. Et alors en tout cas, je vais juste faire une parenthèse parce que vous êtes nombreux à nous suivre comme ce soir. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions en direct. On va essayer d'y répondre d'ici quelques instants. On va mettre également un sondage. Donc là, je suis en train de le valider parce que, bien entendu, Facebook fait toujours un peu des scènes. Ils ont changé depuis quelques temps leurs outils de travail pour les broadcasters. Donc ce qui fait que je vais mettre en place un sondage justement pour vous poser la question, est-ce que vous êtes oui ou non pour ou contre la réouverture des écoles pour le 1er mai? Voilà. Vous pouvez continuer. Hein. En fait, moi, ma question par rapport au fait de désinfecter les écoles, c'est quand même, Saint-Étienne a combien d'écoles à peu près sur le territoire? Combien d'écoles à Saint-Étienne? J'en ai aucune idée, mais ça se compte une bonne centaine, je pense. Et puis encore, attention, école publique plus école privée, parce qu'école privée, énormément. Parce que là, ça devient colossal, ne serait-ce d'un coup fournir tout le matériel, tous les produits de désinfection. Et j'imagine que c'est pas juste un coup de javel, enfin, parce que ça va être ça à la fin. Mais voilà quoi. S'il y a un protocole précis, ça va être comme les masques. On ne va jamais les avoir. Je pense que tel quel, de toute façon, c'est peu probable que ce soit possible de désinfecter. Il y a peu de personnel dans chaque école, dans une école au quotidien. Alors les écoles sont déjà pas maintenant lavées tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un ménage qui est fait tous les jours, mais elles sont pas lavées de fond en comble déjà tous les jours. En général, il y a 2 nettoyages par semaine, souvent le mercredi parce qu'elles sont fermées. Mais en gros, un vrai nettoyage, il n'y en a pas parce qu'en fait, les personnes qui font le ménage le font généralement, passent avant l'ouverture et font un gros nettoyage une fois par semaine, le mercredi souvent. Mais elles sont 2 ou 3 par école. Oui, l'école, ça peut être tout petit. Que dalle, bah oui, donc tel quel, c'est impossible, je pense, tel quel, qu'elle le fasse. Alors après, j'imagine qu'on peut mettre plus de personnel dessus. Le nettoyage va être compliqué. En fait, les enjeux sont quand même assez énormes, effectivement. Du côté des personnels, c'est sans doute pas de notre côté, nous, profs, que ça va être le plus complexe. Effectivement, il y a peu de lavabos, peu d'endroits pour se laver les mains. Je sais que c'est au tout début, quand c'est sorti, c'est l'élu à l'éducation de Saint-Étienne qui faisait le tour des écoles avec le savon. C'est dire, c'est bien de sa part, hein, mais oui, enfin bon, un peu mais voilà, ça veut dire qu'on n'a pas, qu'on n'a pas vraiment les moyens de faire mieux non plus. Donc oui, le nettoyage va être compliqué. Ensuite, il faut réaménager les écoles, l'aménagement du temps de travail. Et comment on fait pour les gamins? Parce que j'imagine déjà collège, lycée, demander à ce qu'ils se nettoient les mains, etc. Enfin, c'est déjà pas forcément très simple d'expérience. Donc pour des enfants de primaire ou de maternelle ou les crèches, enfin, bon, les crèches peut-être un peu moins, mais comment on fait là? C'est impossible. C'est très compliqué. Alors après, il y a plein d'hypothèses, hein, et je pense que je les ai pas toutes en tête, loin s'en faut. Mais en gros, ce qui ressort de toute façon du point de vue des syndicats d'enseignants, ou en tout cas des groupes aussi, c'est que il est évident qu'on peut pas avoir des groupes de travail qui sont de 30 gamins, ça c'est sûr, donc ça veut dire qu'il va falloir normalement découper les classes à minima. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas les avoir toute la journée, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils passent une partie de la journée avec nous, une partie de la journée chez eux. Ou alors ça veut dire qu'on n'accueille qu'une partie des gamins, mais ça veut dire qu'il y a des gamins qui seraient pas, ça veut dire qu'il faudrait choisir entre les gamins. Ça c'est encore une fois pas simple. Peut-être que ce choix va se faire par les parents. En amont.
Ouais, mais rien que ça impliquerait donc d'ici au début mai d'avoir une discussion avec les parents, poser les critères, savoir qui est. Enfin, bon, en gros, c'est très compliqué déjà, rien que ça. Ensuite, ça peut être aussi de choisir selon les âges, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'en doute, grande section CP, c'est plus important d'être en classe qu'en CE2, parce que en gros, ou en CE1, parce que en gros, en CP, on apprend. Grande section CP, t'apprends à lire et à écrire quand même, c'est ce moment-là, donc c'est vraiment emmerdant. Si voilà, c'est impossible de le faire à distance, ça c'est quasiment impossible. Pareil, des CM2, les CM2 ils vont passer en 6e, c'est pas rien. Donc là, ce serait peut-être prioritaire, d'autres le seraient moins, mais toujours pareil, ça implique quand même que du coup, tu as toute une partie des gamins qui restent à la maison et c'est peut-être injuste. Il y a les problèmes de santé des parents aussi, c'est-à-dire que, mine de rien, ça peut pas être que sur une base de volontariat, il faut que tout le monde soit informé des risques. Les tout petits, c'est le merdier, parce qu'effectivement, on peut pas, à 7-8 ans, ça va, mais alors à 3-4 ans, les gamins, c'est pas la peine de leur expliquer qu'il faut qu'ils restent à distance, ça va être impossible. Je parle pas des crèches d'ailleurs. Lors des municipales, on avait évoqué justement qu'il manquait du personnel dans les écoles, notamment ceux qui assistent et accompagnent les professeurs. Ah ben oui, mais ça fait hyper longtemps qu'on manque de personnel dans les écoles, donc que les AVS, auxiliaires, etc. manquent aussi. Ça fait quand même pas mal d'années que les professeurs se battent là-dessus, les parents aussi, et que c'est toujours dans le vent total. Donc, et c'est bien avant Blanquer, c'est de ministre de l'Éducation, ministre de l'Éducation. On ne peut pas dire qu'il y en ait un qui ait pris vraiment le problème dans son ampleur, mais comme pour tous les services publics, hein, là, c'est kiff-kiff, bricot. De ce point de vue-là, Macron est plutôt... ce gouvernement fait continue ce que d'autres ont fait avant lui. C'est sûr qu'il n'y a pas une grande originalité. Mais par contre, ce qui est assez positif dans cette histoire, c'est que d'une part, ça permet quand même de mettre en lumière que c'est pas simple. Deuxièmement, que on peut pas juste claquer des doigts et parler d'éducation de manière dématérialisée aussi simple que ça. Que les parents, que la situation dans laquelle les parents sont retrouvés est intenable, et c'est pas juste du fait que les enfants sont revenus à la maison, c'est que leur situation était complexe de base, et ainsi de suite. Et je trouve qu'au moins ça permet quand même de mettre en lumière que il y a des moyens qui sont nécessaires, et que les écoles sont pas, que les écoles comme les hôpitaux, comme plein d'autres services publics sont des lieux absolument nécessaires, et qu'il suffit qu'ils quittent le paysage pour qu'effectivement tout devienne très compliqué. Donc ça au moins ça a permis de mettre ça au clair, au moins notamment dans le primaire, quoi. Est-ce que toi tu ressens un petit peu ce que beaucoup de parents finissent par reconnaître très fortement en ce moment, même si pour beaucoup ils s'en rendent compte avant, ce n'est pas aussi, mais disons ça met aussi en lumière, c'est vraiment de la réelle nécessité des profs. C'est-à-dire que beaucoup de parents qui, on le voit depuis une dizaine d'années, sont de plus en plus un peu revanchards, je dirais, par rapport aux profs. Actuellement, on se rend bien compte que faire l'école à la maison, c'est pas une partie de plaisir, et que ça demande des savoirs. Moi, je connais des potes, d'un coup, qui sont largués. C'est extrêmement difficile. Et qu'être professeur, c'est un job à part entière. Est-ce que toi, tu ressens un petit peu, là, par rapport à tes parents, que, enfin, tu reprends ta place? Je suis assez jeune dans ma carrière, donc du coup, je n'ai pas beaucoup de recul sur ça. Et au quotidien, il y a au final assez peu de parents qui se plaignent, et c'est un peu comme faire passer les Français, les gens d'ici pour des racistes qui détestent les étrangers, qui détestent les fonctionnaires et compagnie. Le fait est que il y a plein de gens solidaires, il y a plein de gens, que si on devait en croire les médias, c'est un pays de gens terrifiants, horribles, et le quotidien, heureusement, était bien plus chouette. Je ne sais pas quand c'est les médias, c'est aussi des bons sons de cloche que j'entends bien malgré moi, et qui me font un peu bondir, parce que c'est pas souvenir que j'en ai 15, 20 ans avant, en fait. Voilà, mais disons, en tout cas, du coup, pour dire, j'ai pas beaucoup de recul. Ce qui est vrai, c'est qu'on reçoit plein de remerciements, et qu'on envoie plein de remerciements, parce qu'effectivement, et que ça, assez étrangement, comment dire, pour dire les choses très simplement, de ce que je ressens de ce métier, c'est qu'il y a une très grande distanciation sociale au quotidien, d'habitude, entre les profs et les parents, dans les deux sens. Incompréhension, méconnaissance, les jugements quand même sont assez forts et assez réels. C'est vrai, c'est un peu une manière d'être au quotidien, une espèce de snobisme, je pense, quelque part, mais bon, ça fait partie de l'air du temps et de la manière d'être. Ce qui est vrai, c'est qu'au fond, c'est être éloigné, ça a rapproché pas mal
les parents, les élèves et les profs, parce qu'ils se retrouvaient avec une réalité commune qui était de faire continuer à apprendre quelques trucs à des gamins dans une situation où effectivement ils devaient partager le métier. Et du coup, je trouve que ça, paradoxalement, je trouve rapproché pas mal, et que du coup, ça a aussi obligé un peu les profs à prendre conscience de la situation sociale dans laquelle étaient les parents, tout comme ça a obligé les parents à prendre conscience de ce que c'était au quotidien que ce métier, qu'ils croient connaître parce qu'ils ont été élèves, et qu'au final, ils connaissent pas très bien. Du coup, je trouve que, et il y a quelques écoles quand même à Saint-Étienne comme ailleurs où il y a des collectifs d'enseignants qui sont très solidaires avec les parents, mais ça a effectivement un peu obligé à ouvrir les yeux de part et d'autre. Et j'espère que ça pourra tisser aussi du coup des solidarités et des formes d'entraide entre parents et profs au service de l'éducation. Apparemment, c'est bien parti parce que tu n'es vraiment pas le seul à dire ça par rapport au lien bien renforcé prof-parent, tu vois, d'arriver à mieux marcher main dans la main. C'est une lettre ouverte qui a été faite par une enseignante dans Mediapart, lettre ouverte d'une enseignante donc à Macron, Blanquer et au MEDEF, alors pleine de rancœur, pleine de colère, pleine de peur aussi, mais elle souligne ça quand même assez fortement, c'est-à-dire que comme tu le dis, paradoxalement, la distance a rapproché parents et profs qui étaient bien loin depuis pas mal d'années. Ouais. Ouais, mais j'y crois, je crois assez fort, enfin, que de toute façon, si on veut défendre un service public, ce ne sera pas juste en s'en remettant ou en demandant, il faudra effectivement le défendre ensemble et se mettre d'accord sur ce en quoi il compte. Et là-dessus, paradoxalement, je crois qu'on a fait un pas en avant. Après avoir, hein, il faudra après en faire une réalité. Alors n'hésitez pas en tout cas pour ceux qui veulent participer. Il y a un sondage qu'on a mis en ligne justement. Êtes-vous pour la réouverture des écoles, oui ou non? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, majoritairement c'est pour un non. Autre petite question, pied dans le fil, pardon. C'est par rapport à toi, comment tu vois un petit peu l'opportunisme du gouvernement actuel pour trouver de nouvelles idées pour finir d'achever un petit peu l'éducation nationale par le biais de l'expérimentation là qui se fait actuellement, qui est une opportunité mais sans nom de l'expérience du télétravail. C'est quoi, c'est comment, les tombées, etc., etc. Le truc qu'ils n'auraient jamais pu faire sans confinement. Là, c'est une aubaine vraiment pour eux. Donc, toi, comment tu vois les choses pour la suite? Eh ben oui, du coup, ça dépend de quel degré on est. Moi, je suis dans le premier degré. Je pense que quelque part, ça a montré les limites du télétravail, dans le sens où il y a un pourcentage élevé de gamins qu'on n'a pas pu avoir, et que quelque part, le côté un peu descendant que voudrait descendre le ministre, celui-là comme d'autres précédemment, mais en particulier celui-là, s'est révélé un peu inopérant, c'était plutôt un truc qui est parti de la base. La base s'est organisée et la hiérarchie a suivi. C'est sans doute pas aussi simple effectivement pour le secondaire et surtout pour le supérieur. J'entendais à la radio là des profs, des présidents d'université dire combien ils étaient ravis de cette expérimentation du télétravail. Donc je pense qu'il y a deux enseignements probablement différents, qu'on soit du premier degré, c'est-à-dire maternelle et primaire, ou qu'on soit, alors je sais pas pour le collège, il faut en parler avec un prof de collège, je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, on le saura d'ici quelques instants. Ouais, voilà, qu'on soit du primaire, où je pense que plutôt ça a marqué un truc de s'il y a personne en face, c'est difficile, ou qu'on soit du secondaire supérieur, où je crains que ce soit effectivement la porte ouverte au MOOC et compagnie, c'est pas pareil. Nous, en tout cas, en tant que prof, on a plutôt l'impression que ça a renforcé la nécessité d'une éducation au quotidien et au plus proche, même si ça a été l'occasion pour le ministère d'expérimenter, de pousser énormément de logiciels, de plateformes numériques, etc., grâce au soutien d'Amazon, si j'ai bien compris d'ailleurs, grâce au soutien Amazon, Amazon ne soutient personne. Et oui. Non, l'opportunisme d'Amazon, je pense que pareil pour tout ce qui est constructeur de technologie, ça va être une aubaine, mais faramineuse pour eux, parce qu'il va falloir équiper les écoles, pour les familles, etc., etc. Enfin, c'est un marché, mais colossal, en fait, qui est en train de s'ouvrir.
il y a un truc que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on parle beaucoup de fracture numérique et au final, elle a montré un peu ce que ça signifiait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agissait pas de gens qui n'avaient pas forcément d'outils, mais tout simplement de ne pas savoir les utiliser. Et ça, je trouve que du coup, ça implique un truc d'éducation au sens strict du terme, qui n'est pas juste de trouver des jolis logiciels et des jolies applications avec des jolies tablettes, mais vraiment d'apprendre à utiliser les outils informatiques, et ça, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais du coup, voilà, moi je dirais qu'au niveau du premier degré, je pense que ça a montré que c'était absolument impossible de faire sans le présentiel, même si, à côté, je pense que l'année prochaine, je prendrai dès le début de l'année les adresses mail des parents pour pouvoir échanger et utiliser l'outil quand même pour après, mais ça a montré qu'on pouvait pas faire sans. Enfin, qu'on pouvait pas faire, et puis prendre des adresses mail, c'est quand même autre chose que faire du cours. Je voulais savoir, justement, Julien, est-ce que tu as ressenti de ton côté un certain abandon de quelques élèves? Ouais. Ouais, t'en as perdu combien en fait? Oui. On ressent pas l'abandon, mais je n'ai pas de réponse. C'est compliqué. Oui, il y en a qui... combien décrochent, voilà. Deux choses. Il y en a qui sont très difficiles à joindre, et c'est très 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 difficile à joindre. Ça, c'est une chose, et c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a peu d'outils, on est obligé, soit ils n'ont pas Internet, soit le téléphone pas terrible. Donc cela, c'est une chose. C'est pas un abandon, c'est juste que c'est très dur de les atteindre. Ouais, logiquement parlant, ils sont largués. Ouais. Enfin, c'est l'inégalité financière, etc. C'est évident. Deuxième chose, ceux qui partagent le peu de moyens numériques avec une fratrie assez nombreuse, et du coup, on a peu de réponses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bossent pas, mais on a peu de réponses. Et ça, c'est une autre histoire encore. Du coup, il y a peu d'échanges, mais le peu de réponses qu'on a, qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a plus simplement le fait qu'on a passé 5 semaines comme ça et que les réponses ont été de plus en plus rares et de plus en plus laconiques et que c'était de plus en plus difficile. Donc, en gros, il y a quelques personnes qui sont passées au travers. Il y a des personnes qui ont une grande difficulté à mener le truc et on n'a pas pu avoir l'expérience complète de l'échange. Et puis après, il y a surtout une fatigue au fur et à mesure. Et je dirais que il y en a assez peu au final qui sont complètement passés au travers. Je saurais pas dire. Parce que c'est pourquoi la raison, ce serait plus le côté social des jeunes qui ont des parents qui parlent pas très bien français, qui n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour accompagner leurs enfants justement à résoudre des problèmes de maths, de français. Ce serait quoi le problème? Autre le fait est que ceux qui n'ont pas accès à Internet et qui n'ont pas d'ordinateur est également un gros problème. Ouais, le suivi parental. Oui. Je pense que le fait de parler ou non français, évidemment, ça joue beaucoup. D'être scolarisé avant ou pas, ça joue. Après, quand tu fais des choses comme d'habitude plus scolaires pour les gens, plus tu es dans des quartiers populaires, plus effectivement tu essaies de poser des choses simples qui permettent d'être faites en autonomie par les gamins. Et puis tu passes des coups de fil, tu essaies d'aider. Mais je pense qu'au final, ce qui est le plus difficile, c'est surtout quand tu as une fratrie de 4 gamins scolarisés qui a un seul ordinateur ou une seule tablette qui du coup ils doivent se partager, ou que les parents ont besoin aussi des moyens informatiques. Et oui, ça c'est les familles qui ont un ordinateur pour toute la famille. Ouais, là, c'est compliqué. Ouais. Et très sincèrement, en fait, il devrait y en avoir un par personne ou un minimum un pour deux. Et le tout, évidemment, dans un appartement qui permettrait à des gamins qui bossent d'être dans une pièce au calme pendant qu'ils bossent, par exemple. Et ça, évidemment, ça y est pas. Donc, en gros, comme ils disent, journal dégradé à la radio quand on est en coronavirus ou en grève, je pense qu'en fait, c'est surtout qu'une bonne partie des familles se retrouvent dans une situation dégradée, c'est-à-dire où tu fais un peu, mais où tu peux pas faire beaucoup. Et après, les parents n'ont pas forcément le temps d'aider les gamins à bosser, parce que de toute façon, ils sont en train de s'occuper d'autres gamins, ou ils sont en train de bosser, ce qui est quand même le cas souvent. Pas forcément le savoir-faire. Je veux dire, enseigner, oui, quand même un déjà. savoir. Alors ça, je pense qu'on soit issu de classes populaires ou autres, voilà. Je veux dire, tout le monde peut être inégal face à ça. Bien sûr. Je veux dire, c'est important de le rappeler quand même. Oui. De toute façon, dans cette histoire-là, la lutte des classes
Enfin, la lutte des classes, on parle pas de lutte des classes dans le confinement, de toute façon, on n'a pas vraiment des moyens d'advenir, mais ce qui est sûr, c'est que l'inégalité qui est déjà une réalité au sein des écoles au quotidien entre classes populaires et classes privilégiées, s'est montrée évidemment 10 fois plus forte dans ce moment-là, comme c'est vrai dans tous les autres domaines. Les plus fragiles ont été encore fragilisés, c'est sûr, et on n'a pas les moyens, nous, dans ce cadre-là, déjà qu'on les a pas au quotidien de toute façon. Je veux dire, les handicaps sociaux se sont démultipliés à cette occasion, c'est sûr. C'est sûr, c'est évident, et on s'en est rendu compte, et sans parler des situations où les gens sont à la rue, où les gens sont demandeurs d'asile ou déboutés du droit d'asile, ce qui est rare, mais pas rarissime dans les écoles de Saint-Étienne, ou des parents isolés, etc. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. D'accord. Et ça, évidemment, ça a fait qu'on a fait ce qu'on pouvait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a quelques gamins, ou les gamins en foyer aussi, d'ailleurs. Le foyer, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gamins qui sont passés entre leur famille et le foyer, par exemple. Et bref, tous ces cas-là, on les a pas perdus. C'est pas vrai de dire qu'on les a perdus, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait très peu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais très peu. Non, parce que là, oui, ça sera un petit peu le mot de la fin, je pense d'ailleurs pour toi là, pour ce soir. Mais ça me rappelle, oui, un gamin que j'ai rencontré, la vieille gilet jaune, et qui est au lycée, et qui est à tutelle de l'État, etc. Et en fait, il est tout seul, il vit tout seul, et c'est clair que là, le suivi, il a une télé, un téléphone, son suivi scolaire, c'est mort, quoi. Donc, je pense, si c'est pour. Bon, je pense que en cela, je suis pas contre. Enfin, je trouve que c'est important de revenir à l'école. Je pense que le problème des conditions dans lesquelles on va revenir à l'école, c'est ça la grande et vraie et importante question. Mais que par contre, à l'école primaire, c'est moins grave. Mais par exemple au collège, je pense qu'il y a des élèves qui risquent d'être perdus pour l'école si on les ramène, si on les retrouve pas vite, parce qu'ils n'y reviendront pas, parce qu'ils sont déjà éloignés socialement. De toute façon, ils sont déjà Et effectivement, en cela, les conditions dans lesquelles on va revenir, c'est la vraie question qu'il va falloir défendre de manière extrêmement stricte. Mais par contre, il y a des enfants qu'on ne peut pas ne pas revoir avant septembre. Ce sera très difficile autrement. Et encore, je dis ça, nos gamins à nous sont censés être encore scolarisés quelque temps. Les collégiens... ça va être encore plus difficile. Ouais, déjà en soi, l'école est très... très inégalitaire en France, pas bien des aspects, mais là, ça risque d'être... Ok. Et les 21h45, vous êtes en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. On était avec Julien, professeur des écoles, avec nous en direct, et on le remercie justement d'être intervenu. Merci Julien. Merci, salut. Merci, et très bon courage en tout cas pour la reprise, si on n'a pas l'occasion de savoir en ligne qui c'est là. Et puis on attend tous les profs et tous tes collègues dans la rue. On va pas se gêner. On était en jeu juste avant, je me souviens vaguement. Ok, à bientôt. Merci et bonne soirée. Vous êtes toujours en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes en direct. Alors, nous avons des petits problèmes de son, mais ça, c'est normal puisque nous sommes en service réduit, restreint, et c'est très difficile pour nous. Bon, en tout cas, on essaie de faire avec. On va faire une petite pause musicale le temps que Linda aille fumer sa petite cigarette. On fait une petite pause. Ouais, merci. Il n'y a aucun souci. On respecte le choix de chacun. Merci. Les addictions de chacun. Merci à Nicolas qui nous suit en direct également, qui nous a informé de ce petit problème de son. Et puis, mais sympa, allez-y, partez, tranquille, j'ai même pas terminé. Non, mais c'est quoi ce bordel? En tout cas, merci de nous suivre en direct, c'est sympa à vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18, nous sommes en direct, merci. Petite pause musicale et on revient d'ici un court instant. You say I'm too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee. I was falling head over heels, lost in that space.
'Cause you give me butterflies, reasons to leave, the sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I leave for your words, it's like they turn the key. Oh, everyone should feel love like this, like honey to me. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I was an island, everyone just sitting by. I needed you before I knew why. 'Cause you give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Cause you give me butterflies, reasons to leave, and sunshine every day, that is what you give. Oh, I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your De retour sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. On rebalance une petite musique et puis on revient avec vous juste après. You say I'm too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half of me. You were laughing over coffee, I was falling head over heels, lost in that space where I look at your face and I let go of the wheel. And I will bring you flowers, 'cause you give me butterflies, reasons to leave, the sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your butterflies. I leave for
give me butterflies, reasons to leave, sunshine every day, that is what you give. I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Cause you give me butterflies, reasons to leave, and sunshine every day, that is what you give. Oh, I know I was lost and now I know why I was waiting for you. Oh, you and your Toujours sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Merci à vous tous qui nous suivent en direct sur Facebook et la web radio. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la web radio, vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot sur l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Et on continue avec l'émission aujourd'hui. Quartier Général, c'est l'épisode numéro 11 dédié justement à la réouverture des écoles du 11 mai prochain. Et nous posons également une question. Il y a un sondage en ligne sur la page droitcitoyen.info de Facebook. Êtes-vous pour la réouverture des écoles, oui ou non? Ou je ne sais pas pour l'instant, c'est le non qui l'emporte. Donc ça reflète bien justement le ressenti des gens de s'inquiéter. Alors là, il y a un problème de son, mais ça c'est normal. Qu'il y a un problème de retour de son, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, Linda, alors nous avons maintenant une autre personne au téléphone. Allô? Non, je te dis Linda. Oui. Linda, nous avons quelqu'un d'autre au téléphone, bonsoir, si tu veux bien la présenter. Françoise. Allô Françoise. Tu nous entends? Allô Françoise? Oui. Tu nous entends? Tout à fait. Ben, bonsoir Françoise, alors je vais te présenter, ou je vais peut-être laisser Angélique te présenter en fait. Françoise, tu peux te présenter peut-être toute seule? Oui, je peux me présenter moi-même en disant que j'enseigne dans le second degré, dans un collège, dans une ville moyenne et dans un quartier populaire. Voilà. On peut dire lequel ou on le dit pas? Oh ben non, c'est pas nécessaire. Je pense ça représente plus que mon propre établissement. D'accord. D'autre part, les échanges que je peux avoir avec des collègues d'autres établissements me permettent de porter une parole qui n'est pas seulement un point de vue personnel, mais qui restitue un petit peu le vécu de beaucoup de gens dans le second degré, en collège. D'accord. Donc, on va peut-être commencer, toi, comment ça se passe ton télétravail? Alors déjà, le télétravail, moi je réfute un petit peu l'appellation, je parlerai plutôt de travail à distance. Il me semble que c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on peut dire que la réalité peut être très différente au niveau du collège en fonction des disciplines, puisqu'il y a des disciplines qui se prêtent mieux quand même que d'autres à être enseignées à distance. Mais de façon générale, je pense que la plupart des collègues sont très sceptiques sur l'idée qu'une réelle continuité pédagogique puisse être effective et que beaucoup ont plutôt conscience de garder un lien avec un élève, avec des élèves, avec chacun des élèves, avec tous les élèves, mais que ce lien, il y a d'autres choses qui se jouent que vraiment espérer pouvoir combler l'absence grâce à l'outil numérique. Surtout que là, les gamins, ils vont revenir à l'école, mais après, ils vont se dire, mais c'est bientôt les vacances. Non, parce que justement là, c'est pour en avoir discuté avec deux profs, qui devaient à la base intervenir d'ailleurs ce soir, qui n'ont pas pu finalement, mais en fait, que le gros problème, c'est que comme tout ce qui est brevet blanc, même pour le lycée, le bac, ça va faire une grande période scolaire, c'est-à-dire de mi-mai jusqu'à 2 mois en fait, sans coupure. C'est-à-dire que là, même eux disaient, ils sont déjà au bout de la roulette, ils sont crevés en fait par le travail à la maison, et ça fait que ils vont réentamer les cours là déjà avec une bonne charge derrière. Il va falloir assumer pendant 2 mois quoi. Et récupérer un peu les retards, etc. Surtout que là, le confinement, c'est pas une période de vacances, donc forcément, ils profitent de rien, en fait. Non, ils sont au bout de leur vie, là, pour certains.
Comment ça va se passer en tant que prof? Parce que vous allez les gamins, vous allez les recevoir, vous allez avoir des masques, vous allez avoir des gants, ça va faire bizarre quand même. Françoise? Personnellement, moi, je sais pas du tout. Moi, je pense qu'on peut absolument pas pronostiquer. Enfin, on peut se livrer, faire des conjectures, mais savoir comment ça va se passer, je sais pas. Moi, j'ai tendance à penser, comme Julien pensait, que je souhaite que les écoles rouvrent parce que je pense que il y a des enfants qui ont besoin d'être ailleurs que chez eux pour différentes raisons. Et ce sont les enfants qui arrivent à 7h30 dès que les portes sont ouvertes, alors qu'ils habitent à côté, qui viennent à pied et qui restent jusqu'à la fermeture, et qui n'aiment pas forcément apprendre, mais qui aiment être au collège parce que chez eux, c'est pas forcément un endroit où ils se sentent bien. Et c'est pour cela qu'on s'inquiète beaucoup. Et c'est pour ça que personnellement, je souhaite que les écoles rouvrent. Après, de là à souhaiter qu'on contraigne des enfants ou des enseignants à y aller, c'est autre chose, selon les conditions qui seront prévues. Mais ceci dit, envisager que sur la base du volontariat, les profs retournent conscients des risques à l'école, personnellement, moi j'en ferais partie, quoi. Parce que je fais partie, comme certains de mes élèves, des gens qui supportent pas le confinement. Oui, en plus, c'est pas humain. On le disait avec Franck la dernière fois, qui est psychiatre. C'est pas le propre de l'homme de rester confiné à la maison. Le lien social est très important, en fait. Bah, c'est surtout que tout le monde n'est pas confiné dans les mêmes conditions. Et que du coup le confinement est un facteur encore plus grand d'inégalité envers les enfants. On entend des témoignages sur les radios publiques de gens qui expliquent vivre une famille de 5 dans une chambre de 11 mètres carrés. On imagine bien à quoi ça peut correspondre pour eux le fait de suivre un enseignement numérique. Alors évidemment, les élèves qui sont en terminale ES au lycée du Parc, je pense qu'il peut y avoir un sens, que tout le monde est équipé, qu'il peut y avoir un sens. Je pense qu'au niveau de l'enseignement général, de l'université de l'enseignement général, il y a des gens qui peuvent peut-être assez bien se débrouiller et être équipés pour. Mais après, en ce qui concerne premièrement l'enseignement professionnel et deuxièmement le collège, il paraît évident, d'une part, que l'enseignement professionnel ne se prête pas à l'enseignement à distance, et d'autre part qu'en collège, il est facteur d'inégalité vraiment énorme. Et certains profs pour qui le numérique, le rapport au numérique relève de la croyance, ont tendance à ne pas voir à quel point déjà sur une classe de 30, il peut y avoir jusqu'à on va dire en moyenne dans mon établissement entre 1 et 6 élèves qui n'ont pas Internet. Parmi les élèves qui ont Internet, il y en a, il s'agit juste d'avoir un smartphone mais pas d'ordinateur à la maison. Et à côté de ça, il y a des collègues pour demander peut-être penser que les élèves peuvent travailler à n'importe quelle heure, imprimer, ils se rendent absolument pas compte. Et même dans des familles genre délégués de la FCPE, il y a des familles qui disent c'est intenable, c'est absolument intenable d'avoir plusieurs enfants d'âge scolaire à faire travailler en ce moment. Oui, puis surtout avec des même parents avec plusieurs ordinateurs. Oui, puis avec des parents qui eux-mêmes télétravaillent en fait. Donc, même avec des parents qui ont les codes et qui sont bien équipés, c'est absolument intenable. Et peut-être certains profs ont plus de mal que d'autres. Des gens ont encore peut-être encore le nez dans le guidon à vouloir boucler leur programme, évaluer comme d'habitude. Et des parents disent recevoir des mails, pas dans mon établissement, mais dire oui, faudrait pas vous croire en vacances. Bon, je pense pas qu'aucun gamin confiné se croit en vacances, quoi. Non, je crois pas. Puis je crois qu'il y a quand même l'écrasante majorité des parents qui sont bien conscients de la maternelle, je dirais, jusqu'à même à l'étude universitaire, quand même de l'importance de la personne professeur et même du courage, je pense, pour tenir 30 gamins toute une journée quand eux, ils en tiennent 1, voire 4 toute la journée à la maison. Et que ça, c'est extrêmement difficile aussi de les canaliser, de les faire se concentrer, etc., etc. Est-ce que les parents, ils auront la possibilité justement une question de Jérémy, est-ce que les parents, ils auront vraiment la possibilité de choisir si oui ou non, ils pourront faire en sorte que leurs enfants aillent ou n'aillent pas à l'école justement le 11 mai? Moi, je pense qu'en l'état actuel des choses, personne n'est en mesure de le dire.
parce que je pense que il y a encore un travail qui s'effectue dessus, sachant le manque criant de moyens, de tout, de tests, de masques d'un côté, mais aussi les effectifs pléthoriques qu'il y a dans les établissements scolaires depuis ces dernières années, qu'il faut qu'on est déjà en sureffectif, où parfois vous avez des classes de 30 qui ont lieu dans des locaux, dans des salles qui étaient initialement prévues à l'époque où un collège a été construit pour des demi-classes, par exemple, pour des activités de langue ou autres, et en sachant que parfois il suffit qu'il y ait un adulte en plus pour aider un élève à besoin particulier, et ben il va être à peu près devant la porte de la sortie de secours, quoi, avec un bureau supplémentaire rajouté. Donc de toute façon, on sait bien que, comme l'a dit Julien, qu'il sera impossible de prendre des classes entières dans des locaux qui sont déjà surexploités. Donc de toute façon, il y aura des critères qui vont définir quels sont les gamins à qui il sera proposé d'être pris, je pense. Et après, l'obligation scolaire étant ce qu'elle est sur la tranche d'âge qui nous intéresse, à savoir au collège jusqu'à 6 ans, normalement, il y a une obligation d'instruction qui fait que soit on met son enfant au collège, soit on s'est installé dans un dispositif d'école à la maison, mais qu'on ne met pas en place comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se pose. Donc, a priori, je pense que s'il y a une injonction à l'intention de certaines catégories d'élèves, ils seront tenus d'y répondre. Après, il est évident que si globalement une masse importante de parents entre en résistance en considérant que les conditions de sécurité ne sont pas assurées et refusent d'envoyer leurs enfants, on imagine mal quand même des mesures de rétorsion à l'ensemble de millions de parents qui adopteraient cette politique. Donc après, qu'est-ce qui va être proposé? Je pense que ça va être ciblé à la fois sur des régions géographiques, sur des niveaux. Bon, j'aurais tendance à penser que, hormis donc l'enseignement professionnel, je pense qu'ils vont être envoyés au travail assez vite, mais au collège, peut-être ça va être ciblé sur ceux qui continuent après pour qu'ils rentrent au lycée dans des conditions en ayant à peu près bouclé le programme. Mais est-ce que ça va être, et je souhaiterais qu'on propose d'abord aux élèves qui ont pas d'accès Internet à la maison d'une part, et d'autre part des familles démunies pour les aider à apprendre. Moi, évidemment, ce que j'aimerais le plus, c'est que ce soit les gamins, quoi, qui ont plus de difficultés. Qui fassent, que les gamins qui ont envie de venir puissent venir, quoi. Puis voilà, quoi. Alors François, tu as évoqué tout à l'heure justement l'école, en fait, l'école à la maison, parce que forcément, c'est pour eux aussi, c'est aussi un test grandeur nature. Mais pour l'éducation nationale, pour se dire, tiens, c'est pas mal le coronavirus, ça leur permet justement de tester des outils pour lesquels pour l'instant ils n'avaient aucune visibilité. Et là, ils vont pouvoir justement quantifier l'utilité d'avoir le télétravail, l'école à la maison. Et deux réactions quand même avant juste de Andrea Falco, qu'on salue et qui est aussi professeur, qui attire l'attention sur deux choses. La première, c'est qu'apparemment, vous ne savez absolument rien du tout sur les masques et les gants. Et la deuxième chose, c'est que pendant cette période de réouverture, il n'y a aucune évaluation possible pendant cette période de confinement. Donc forcément, les gamins, ils vont revenir le 11. Mais en fait, et là, comment on fait? Parce que là, ils sont restés 2 mois à la maison. Comment vous allez faire pour quantifier, évaluer justement ce qu'ils ont pu faire pendant 2 mois? Alors, je pense que déjà, les conseils de classe de second trimestre ne se sont pas déroulés comme ils se déroulent d'habitude. Et là, il semblerait qu'il y ait plein de choses qui vont relever du contrôle continu. Donc, du coup, sur ce qui a été fait en amont, parce que effectivement, heureusement, on n'a pas normalement à conserver des notes que des professeurs auraient pu attribuer pendant cette période de confinement. Surtout qu'elles ne sont pas prises en compte apparemment. Voilà, elles ne sont pas prises en compte. Après, moi, je voudrais revenir sur l'aubaine, entre guillemets, que constitue cette crise sanitaire par rapport à l'injonction numérique qui est portée depuis déjà quelques années sur l'éducation nationale, à savoir que dans les obligations statutaires, par exemple, il y a remplir le cahier de texte, remplir les bulletins, et ils existent plus sous d'autres supports que le support numérique. Donc par la force des choses, de toute façon, tout le monde a été obligé de s'y mettre. Ceci dit, pour le moment, rien n'interdit à un prof d'habiter en zone blanche, ni par goût, ni par comme ça. Rien n'oblige un prof à être équipé à la maison.
Il n'y a absolument aucune obligation statutaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des poches de résistance possibles devant cette injonction numérique. Mais il est bien évident qu'actuellement, tout ce qui est communiqué par la voie des inspecteurs va dans ce sens. C'est-à-dire que quand vous recevez un mail qui s'appelle continuité pédagogique, il vous parle de quoi? De composition d'un scénario pédagogique, il vous parle mur collaboratif, classe virtuelle, tutoriel vidéo, capsule pédagogique, QCM, et il vous parle toujours de contenant, c'est-à-dire que ce mail, vous pouvez recevoir un mail commençant par la phrase « Nous nous adaptons à un autre métier », chose que je réfute. Oui, ça, je suis bien d'accord. Notre métier est défini par des statuts et nous sommes bien des enseignants, c'est-à-dire si on nous demande maintenant de transmettre des compétences, ce sont des savoir-être et des savoir-faire. Mais en aucun cas, je n'accepte de me considérer comme une technicienne de l'éducation, à savoir d'aller chercher un contenu quelque part dans une capsule que je suis capable de mettre sur le bon support pour qu'un gamin le réceptionne. Parce que, voilà. Il y a beaucoup de gens, beaucoup plus doués que moi en informatique pour faire ce genre de choses. Moi, je vais rebondir là-dessus. Pardon de te couper 2 secondes, mais c'est vraiment, alors déjà d'une, par rapport à l'obligation ou non de suivre les logiciels des écoles, oui, dans les statuts, c'est vrai, c'est pas forcément une obligation, mais voilà, de ma petite expérience de prof, notamment au collège, en fait, on se retrouve de toute façon obligatoirement à devoir remplir les notes là-dessus. En plus, en préparation, c'est des logiciels qui râpent, en veux-tu, en voilà, mais tous les profs, t'es balancé dans ton école et tu te retrouves devant, bon, bah ok, on n'a pas le choix, il faut rentrer les notes, les appréciations de toute façon. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Et après, comme tu dis, par rapport aux fameux contenants, là je vais dire une petite anecdote qui est, bon, c'est du supérieur, hein, ceci dit. C'est un ami qui est en école d'art appliquée privée sur Lyon, et en fait qui est vacataire. Donc il a 2 cours, 2 fois 3 heures, 6 heures de cours en tout. Avec le confinement, il s'avérait qu'on a par un mail, qui a eu entre guillemets la bonne chance d'être pas en copie cachée et erreur de la direction, mais bonheur pour les profs qui ont pu se parler et se fédérer pour lutter contre ça. C'est-à-dire que leur cours, en fait, on ne leur disait plus, vous avez 2 cours. C'est-à-dire que mon ami n'avait plus de cours, il avait un groupe. Et un groupe veut dire un seul cours, en fait, donc une paye divisée par 2. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était effectivement par rapport au contenant, c'est-à-dire que là, il est en train, comme tous ses collègues-là, d'estampiller comme quoi ces cours qui sont balancés sur ces logiciels-là, pour dire ce sont mes cours, c'est ma propriété privée. Pour pas que ce soit réutilisé après et que d'un coup on se dise ah ben tiens, on a des contenants en fait, mais on n'a plus besoin du prof. Donc ça c'est pour du supérieur, mais je pense que pour collège, lycée, mine de rien, c'est quelque chose qui est en train de se penser aussi. Alors justement par rapport à la création des cours, les professeurs ils sont propriétaires intellectuellement de leurs cours? Ah bah c'est à nous, oui. Ok. Ah bah, après, dans l'absolu, on n'est pas, enfin, ça me viendrait même pas l'idée en tant que prof d'aller estampiller mes cours parce que c'est un savoir que l'on donne. Mais après, en fonction, oui, il y a des profs qui ont du mal des fois à même partager leur fonctionnement. Alors pas tous, en règle générale, on se donne quand même les tuyaux, etc. Notamment quand tu prends des remplacements. Mais oui, on a tous une façon de travailler qui nous est propre. Monter un cours, c'est long, c'est intéressant et en même temps, il y a tout l'aspect des fois pédagogique qui peut être un peu chiant à mettre en place parce qu'on pense notre cours indirectement, puis d'un coup, oui, c'est vrai, c'est pour tel âge, etc. Et parfois, c'est moins funky. Et c'est la moitié du travail du professeur. Donc, en fait, vous êtes comme les comédiens qui font leur one-man show. Mais vous testez à la maison, vous écrivez vos cours, vous mettez devant la glace et puis vous essayez voir si ça marche ou ça fonctionne pas, en fait. Sans aller jusque-là, mais il n'empêche que, en petite anecdote personnelle, mais c'est vrai que moi, j'aimais bien, par exemple, j'aime toujours bien le premier cours parce que c'est le show, mais vraiment. Après, c'est moins funky, hein. Mais parce que, comme on est premier cours, on est tout neuf, on peut encore impressionner pendant une demi-heure. Après, généralement, ça marche moins. Bon, après, c'est comme Blanquer. Parce que c'est comme Blanquer, en fait, parce qu'il est souvent amené à intervenir sur les plateaux de télévision et la radio. En fait, il a toujours le même discours. C'est toujours la même chose qui est répétée et redite. Et pour revenir justement à Andrea, elle se pose des questions et je pense qu'il y a plein de profs qui se posent la même question. Comment vous allez faire pour tenir votre programme de cette année? Parce que forcément, là, vous avez 2 mois en moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Et surtout, je rajoute à la question de Vincent, comment vous faites pour faire ça, sachant qu'être en face d'une seule classe, quand même, le suivi personnel est bien présent dans la classe, mais comment vous faites là quand vous avez d'un coup individu par individu?
C'est-à-dire, quand on fait un cours, on parle à 30 personnes en même temps. Là, c'est pas vraiment le cas. Donc, Françoise? Oui, pour ajouter globalement à ce que tu dis, moi ce que je pense c'est que, bon après, j'ai jamais eu vraiment réussi à mutualiser quoi que ce soit, même quand j'en aurais eu envie avec des collègues, mais ce dont je m'aperçois c'est que les critères de sélection sur les concours de ces dernières années et aussi les stages, les formations qui sont imposées portent toujours sur les contenants et jamais sur les contenus. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on peut devenir prof en ayant peu de compétences disciplinaires et par contre être en étant très au fait des nouveaux moyens de communiquer et d'utiliser des supports récents, quoi. Alors ce qu'on essaye de nous vendre effectivement en ce moment, c'est la classe virtuelle, de préférence même synchrone avec l'horaire habituel du cours, ce qui est bien sûr une hérésie dans la mesure où il n'y a pas un ordinateur par enfant dans chaque famille. Ça ne permet pas aux enfants de suivre leur planning d'heures de cours. Alors ça ne fait absolument pas partie des obligations statutaires, donc je pense qu'il ne faut absolument pas se laisser entraîner là-dedans si on a des réserves à faire. Et puis il faut bien que tu appuies là-dessus. Hein. Et après, il y a beaucoup de profs principaux qui se sont emparés pour maintenir un contact entre les élèves et avec les élèves, du moins ceux qui sont connectés, en invitant les collègues volontaires à s'y associer, bien volontiers. D'autre part, la communication dans la communauté pédagogique s'est fait effectivement par des visioconférences, mais pour autant, il y a quelques profs qui avaient envie, qui ont expérimenté de faire travailler, proposer à toute la classe ou à des petits groupes de les faire travailler. Si ça ne devient pas une norme, que c'est pas obligatoire, grand bien leur face. Mais personnellement, je pense effectivement qu'il est extrêmement dangereux qu'on ouvre vraiment la boîte de Pandore à rentrer dans ces pratiques qui tendraient à démontrer qu'on n'a pas vraiment besoin de profs et surtout pas en présentiel. Donc je pense qu'en fait, on travaille contre soi en collaborant à ce genre de choses. Mais je crois vraiment que ça relève de la croyance, c'est-à-dire que les webinaires de formation actuellement qui sont proposés aux enseignants, alors bon, vous vous connectez une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de son, il n'y a pas l'image. Alors bon, normalement quelqu'un est censé vous expliquer quelque chose, vous faire voir une page, vous dire tu cliques là, puis après tu vas là pour faire ceci, cela. Vous lui dites j'ai pas l'image, je veux pas la page. Non mais ça va venir. Bon, voilà. Après, alors on imagine bien que si ça marche aussi mal quand soi-même, entre adultes, on le fait, on voit pas pourquoi ça marcherait mieux quand on le fait avec les enfants. Donc ça montre bien la limite de la chose. Donc a priori, que ce soit important pour des élèves d'avoir des contacts, d'entendre la voix d'un prof, que ça leur plaise, que les mails permettent aussi à des enfants isolés d'avoir une vie sociale, ils vous contactent souvent pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont vous avez parlé dans le cours, c'est pour avoir un contact. Je pense que c'est important que les enfants ne se sentent pas abandonnés et Dieu sait qu'il y en a qui sont dans des situations de grande angoisse, ceux qui vivent seuls avec une mère dépressive, ceux qui vivent seuls avec une mère qui est infirmière et voilà, ceux qui sont dans des familles recomposées où ça se passe pas bien, ceux qui sont très petitement logés, puis tous ceux que Julien a pu présenter tout à l'heure qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Donc bon, moi c'est pour ça, j'ai envie que ça reprenne. Je pense qu'il y a des enfants, ils ont envie de voir les autres, ils ont envie de nous voir. Et pour moi, bon, je mets priorité à ça sur des choses de l'ordre du programme qui certainement font plus sens dans certaines disciplines que dans d'autres, mais a priori, ces conditions dans lesquelles nous vivons, nous n'en sommes pas responsables, et donc nous n'avons pas à porter le poids d'une crise sanitaire qui a été induite par les errements d'un gouvernement et des gouvernements précédents pour devoir être des magiciens capables d'assurer de boucler des programmes. J'espère que tous les enfants sont ralentis, tous les élèves sont ralentis de la même manière et qu'on considère que, bah, ma foi, chacun fait... c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, moi je me rends compte juste de ma soeur par exemple qui a son dernier là, qui a 13 ans. Il n'empêche que c'est un gamin qui lui est suréquipé en écran. Toute la maison, enfin il y a je ne sais combien d'écrans, bien plus que d'habitants d'ailleurs dans cette maison. Voilà, les deux parents ont fait des études d'ingénieur. Enfin voilà, il y a tout un savoir. Le gamin il a un problème, c'est derrière à fond les ballons.
Et il y a beaucoup de familles, un certain nombre de familles, dont les parents ont fait des études, arriveront tant bien que mal à se remettre à faire des racines carrées, des intégrales ou je ne sais quoi. Ben, à un moment donné, ils vont donner tout ce qu'ils ont là-dessus, quitte à un moment donné même à reprendre quelqu'un, les femmes et cours privés. Voilà. Il est 22h17, vous êtes toujours en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. On a clos la question qu'on a mis tout à l'heure en live. Êtes-vous pour la réouverture des écoles? Vous êtes 86% à dire non, et 5% à dire oui, et 9% je ne sais pas. C'est beaucoup de je ne sais pas finalement. Bah, il y en a un petit peu. Ouais. Bon, on va clore cette émission d'ici quelques minutes, mais je voulais quand même remettre Françoise. Les propos du président Macron, c'était le 12 mars dernier. Et puis, on commente juste après, et après, on dira au revoir à tous ceux qui nous ont suivis sur Droit Citoyen. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Alors, est-ce que la réouverture des écoles le 11 mai, c'est pas un peu catastrophique pour les gamins et les parents et les professeurs? Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter? Après, moi, je considère que c'est aussi on sait qu'on est dans un système de propagande et de manipulation sans être spécialement complotiste. Je pense qu'on est quand même conscient de ça. Oui. Donc après, il y a d'autres théories qui disent que un peuple renforce son immunité naturelle en s'exposant au virus. Oui, l'immunité collective, oui. Il y a aussi, André Comte-Sponville qui disait hier, je crois, à la radio, qu'en France, par an, il y a 600 000, habituellement 600 000 décès, dont 150 000 dus au cancer. Enfin, qu'il faut un peu raison garder. Là, je pense que les parents sont dans une angoisse totale. Donc, je pense que déjà au niveau du sondage, demandez si les garanties sanitaires sont assurées, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est important pour vous que vos enfants reprennent l'école? Après, évidemment, quand les gens sont mus par l'angoisse et le doute, dans le doute, on s'abstient. Donc, je comprends que certains parents n'aient pas envie de renvoyer leurs enfants dans les conditions actuelles. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on écoute la parole des enfants toujours, quoi. Et oui, après, c'est celle qui est quand même la moins écoutée. Hein. Voilà, et qu'après, que si les gamins ils disent aux parents, bah nous on a envie d'aller à l'école parce qu'on en a marre d'être enfermés à la maison, qu'on a envie de voir ne serait-ce que nos potes, quoi, et ben les parents, vous avez qu'à faire ce qu'il faut pour obtenir qu'on soit en sécurité, vous avez qu'à réclamer, vous avez qu'à pas vous laisser faire, enfin, on en a toujours la même chose, quoi. Il faut se battre pour faire respecter ses droits. Parce que moi, ceci dit, c'est bien la première fois via le Covid que je vois des parents d'un coup dire non, pas d'école, pas ci, pas ça, et ne pas. Enfin, c'est la peur numéro 1, c'est vraiment la peur du virus. Moi, c'est quelque chose qui m'a presque même un peu surprise. Alors oui, bien évidemment, la peur du virus, la peur de la maladie. Après, comme tu dis, toute raison gardée, il faut, parce que c'est pas les gamins qui en meurent, hein, pour l'instant, en tout cas. Et j'ai pas l'impression que ça en prenne le pas, mais bon, ça m'a avancé, hein. Mais voilà, c'est le côté asymptomatique, voilà, qu'on peut ramener à la maison, etc., etc. Mais il me semble qu'avec un minimum de protection, de façon de faire à la maison, c'est pas pire que d'aller faire ses courses, en fait, hein. Donc voilà, et que les parents, c'est comme si, moi j'ai vu très très peu de choses passer sur la crainte des parents par rapport à la scolarité même des gamins, en fait. C'est juste, alors qu'est-ce qu'il va faire avec le bac? Mais c'est le bac, c'est le brevet à la rigueur qui va se réaliser de toute façon sur l'année. Mais la grande question, mais où est leur savoir? Qu'est-ce qu'on fait de leur savoir? Et ça, c'est quand même ma grande surprise de ne pas avoir vu un quelconque article passer sur ce qui est quand même censé être l'école, c'est-à-dire quand même donner un savoir, quoi. Parce que sans doute l'idée de la vie ou de la mort passe effectivement avant, mais un médecin de Seine-Saint-Denis disait l'autre jour, mais à quoi arrive le confinement dans des familles où la mère est caissière et le père livreur, et où ils rentrent le soir se confiner dans un appartement minuscule où ils sont à 5 dans 30 mètres carrés. Comment, enfin voilà, je pense que la distanciation pour
beaucoup d'enfants et beaucoup plus assurés à l'école que dans des appartements complètement exigus. Donc quelque part, je sais pas qui se manifeste pour répondre à des sondages. Je pense qu'il y a des gens qui sont même loin parfois des sondages. Je pense que malheureusement beaucoup de gens regardent des images anxiogènes, écoutent des propos Nous, on anxiogènes. conseille de faire le contraire, hein, d'éviter de regarder justement à longueur de journée les chaînes d'infos continues et qu'il faut relativiser par rapport à ça. Voilà, parce qu'il faut qu'ils aient conscience que la crise sanitaire est instrumentalisée comme beaucoup d'autres choses, quoi. Et sans nier cette crise sanitaire, parce que moi aussi je connais des gens qui travaillent dans des hôpitaux et qui peuvent témoigner de ce qu'ils sont en train de vivre, hein. Mais malgré tout, je pense que la bataille, c'est quand même d'exiger des tests déjà, hein. La première chose, c'est de confiner les bons et pas les autres. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut réclamer. Et puis évidemment, nous, on a de la chance à Saint-Étienne, puisque le CHU Saint-Étienne apparemment propose un test. Il y a eu 5000 personnes testées, de ce que j'ai lu. Apparemment, ils sont capables de produire en grande quantité. Donc peut-être que nous, à Saint-Étienne, on sera les premiers peut-être à utiliser les tests. Ça serait bien qu'à un moment donné, peut-être que le maire se lance là-dedans. Il a l'air assez frileux. Après, c'est jamais facile. Hein. Ah non, c'est jamais facile. C'est jamais facile de pouvoir contenter tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit rassuré, aussi bien les parents que les professeurs. Et ça, c'est très important parce que est-ce que les professeurs sont autant résistants que le Covid-19 ? Voilà, je vois que les profs qui étaient en lutte avant seront en lutte après également pour défendre J'espère que vous serez encore plus nombreux. Hein. J'espère voir les 300 000 profs, moi, descendre, hein, vraiment, cette fois-ci. Et puis se battre pour le contenu. Et arrêter, je sais pas, à l'école aujourd'hui, c'est des programmes. Moi, j'ai l'impression d'entendre que c'est un programme et il faut que vous, profs aussi, vous battiez pour la beauté de votre métier et ce qui est quand même la base, c'est-à-dire la passation du savoir au-delà des programmes. Oui, moi c'est tout à fait mon point de vue. Ah oui, moi j'ai un savoir à transmettre, mais je sais que les nouveaux programmes me disent que j'ai des compétences à transmettre. Voilà. Alors que personnellement, je me sens qualifiée pour transmettre et partager des connaissances et un savoir, quoi, et une pratique liée à ce savoir. Mais là, effectivement, sur les programmes, ce qui apparaît bien, c'est que ce sont des compétences. Oui, mais c'est dingue toute la novlangue que tu nous dis dans le milieu de l'école, en fait. Et tu vois, pour le coup, moi, ça fait longtemps que j'étais plus en collège, mais c'était déjà le cas. Mais là, je trouve que c'est puissance 10 000, quoi. Hein. C'est assez dingue comme tout est devenu la novlangue néolibérale dans le collège même, et ça touche, mais vraiment tout. Hein. Toutes les valeurs de la société néolibérale se transparaissent de toute façon, la méritocratie, la valeur travail, enfin il y a tout un vocabulaire, une façon tout ce qui transparaît sur les bulletins ou dans la façon de s'exprimer, de dire par exemple de parler de la mission de délégué d'un délégué de classe au lieu de parler de son mandat. Ça reflète une certaine conception aussi du syndicalisme et des rapports. Enfin, il y a tout un tas de choses qui posent question, mais qui posent question à quelques-uns et qui laissent assez indifférents les autres. Je ne sais pas dans quelle mesure l'expérience de cette période de confinement les invitera plus à considérer le point de vue de leurs collègues qui leur disent mais on est sur une pente dangereuse. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui aiment leur travail, qui ont envie de bien le faire, qui ont sincèrement envie de faire progresser et donner des moyens d'émancipation à leurs élèves. Je ne fais pas du tout de procès d'intention à qui que ce soit, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le nez dans le guidon et qui ont vraiment peu de recul par rapport au discours véhiculé par l'institution. En tout cas, merci Françoise pour cette intervention. C'est moi, merci. Merci. En tout cas, on va se retrouver peut-être bientôt, parce que de toute manière, on va essayer de faire une émission avant le 11 mai, pour savoir justement... Oui, on en fera mieux d'ici là. Oui, oui, parce que pour savoir justement si vous avez eu à disposition du matériel et des formations également, parce qu'il ne suffit pas de rouvrir les classes, mais il faut aussi pouvoir assurer la continuité des gestes barrières, et puis s'assurer que les professeurs de tout collège, lycée et école primaire ont les protections nécessaires. Et maternelles. Et maternelles. Et crèches aussi. Ouais. Parce qu'apparemment, ils veulent réouvrir les crèches. Ouais. En tout cas, merci en tout cas Françoise. Très bonne soirée. Très bon week-end. Merci beaucoup. Merci Françoise, à bientôt. Merci, au revoir. Et très bon confinement. Bonne soirée.
On est toujours en direct sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Alors Angélique, cette première émission, comment ça s'est passé? Ben ouais, le petit mot de la fin, parce Le que petit du coup, toi, oui, tu avais c'est- préparé, tu avais lu pas mal de petites choses, Ah. donc toi, ton regard justement là-dessus. Alors, sur quoi précisément? Bah, Alors, juste, plus de l'école, ouais, je ouais. ne sais pas si j'ai particulièrement un avis. Après, moi, ce que je trouve regrettable, c'est que... Bien devant le Ah. micro en fait. Ouais, là, pour Ah, le coup. bien. Ouais, cette fois-ci, ouais. Non, moi, je crois que ce que je trouve regrettable, peut-être, ce soit que les enseignants soient engouffrés vraiment dans cette... très rapidement, mais ils n'ont pas eu beaucoup le temps de réfléchir. Donc, mais se soient engouffrés très rapidement dans cette histoire de continuité scolaire. Alors que manifestement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, difficilement, ouais. Voilà. Enfin, je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'ils décident Parce que déjà, de ne pas le faire, en fait. quand ils ont C'est décidé, dans la quand ils- désobéissance civile, Oui. on va dire. Ouais, parce que carrément. quand ils ont décidé de fermer les écoles, du jour au lendemain, je veux dire, il y a eu des reportages à la télévision, on voyait le calendrier, parce que les gamins en général dans des classes, ils aiment bien retirer les calendriers, et c'était resté à la date du 13 mars dans certaines Bah oui, classes. oui, oui. Donc le temps avait été figé en fait dans les classes. Hmm. Mais Donc- c'est ce que disait Julien, à certaines écoles, il y a toujours tout le matériel des municipales, en fait. Beaucoup de municipales se passent dans les... enfin, les élections se passent dans des écoles primaires. En fait, ça n'a pas bougé, quoi, depuis. Donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas Linda. Merci, Vincent. Et merci en tout cas Angélique pour cette première fois. Merci à vous. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis en direct sur la web radio droitcitoyen.info. Pour ceux qui veulent suivre l'actualité, la page Facebook droitcitoyen.info, et également vous pouvez revoir toutes les émissions de Quartier Général sur la page Facebook droitcitoyen.info. Merci à vous toutes de nous avoir suivis malgré les petits soucis techniques, service réduit, confinement oblige. En tout cas, merci pour votre fidélité et très bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Bonsoir. Justement, un droit citoyen par rapport à d'autres médias, il laisse parler les gens. Et c'est vraiment la voix du peuple en fait. On ne nous pose pas les questions choisies parmi tant d'autres pour stigmatiser les gilets jaunes. Droit citoyen nous laisse vraiment la parole. On peut discuter de tout ce qui concerne le droit et les citoyens. La population doit s'exprimer normalement et droit citoyen nous laisse la parole. Et merci de venir parmi nous dans les manifs pour nous laisser parler. Droit Citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen.